au début de la guerre, on était du côté ukrainien, on mettait en avant le fait qu'on avait réussi à envoyer un missile, je ne sais plus sur un centre d'instruction russe. Au moment il y a eu 80 morts et quelques. Bon, qu'est-ce que font les... Voilà. Vous voyez ici, il a rappelé une information que eux ne reprendront pas. Quand l'Ukraine avait bombardé un centre de recrutement russe et avait fait 80 morts, eux, ils étaient contents. En Ukraine, il faut faire avec moins d'hommes, moins d'armes et une population qui est sous les bombardements permanents. C'est-à-dire que chaque nuit en plus, il y a cette pression qui est mise sur la population ukrainienne. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce live. Alors, nous allons faire Military Summary parce que j'ai vu que hier Military Summary en français a publié une mise à jour de la situation en Ukraine. Ensuite, nous irons commenter une vidéo de LCI, en tout cas. À moins que vous ayez des choses à me partager ou si vous voulez me joindre, vous pouvez toujours me joindre sur les numéros de la chaîne comme d'habitude, puisque aujourd'hui je suis en live et je suis disponible pour vous répondre. Parler des centres, justement, parce que Marianne Kotonov, effectivement, nous attend. Avec Eric, Joseph, vous êtes à Odessa en ce moment. Merci à tous les deux d'être en direct. Magali vient d'en parler et ça nous interpelle. Alors que l'Ukraine a des gros problèmes d'effectifs en ce moment, les centres de recrutement sont visés par l'armée russe. Alors, ils ont de tout temps été visés par des sabotages. Cette fois, ils sont bombardés. Oui, et maintenant, voilà, les Russes le revendiquent. De toute façon, ce sont des cibles privilégiées en ce moment. Ça a commencé il y a une semaine à peu près, avec le 30 juin. Le premier centre qui a été bombardé, c'est celui de Kryvyi. A suivi ensuite, le 3 juillet, celui de Poltava, et puis ensuite celui de Kremenchuk, qui est aussi dans la région de Poltava. Et puis aujourd'hui, donc deux autres, un à Zaporizhzhia et un à Kharkiv. Donc on le voit, c'est sciemment que ces centres sont bombardés. Les Ukrainiens... Notez bien comment ils développent ces sujets-là, des centres de recrutement bombardés. Et notez bien, une fois de plus encore, pourquoi je vous ai dit que les interventions de Chovancy sont très pertinentes. Notez bien ce que lui, il va dire. Toutes les mesures de sécurité sont prises. D'ailleurs, c'est ce qu'on en parlait avec notre fixeur. Il nous disait, c'est quand même hallucinant parce que vous entrez là-bas, c'est vraiment, il faut montrer patte blanche. Il y a des détecteurs de métaux. Enfin, c'est très difficile d'y accéder. Et puis, voilà, ils se font bombarder alors qu'ils sont plus ou moins dans des abris assez cachés. Mais en réalité, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de victimes. Il y a beaucoup de blessés, mais pas tellement de morts parce que ces centres sont cachés. Là, les... Voilà. Ce que vous pouvez lire ici en filigrane de cette information, ces centres sont cachés, mais les Russes arrivent à les bombarder. Ce qui veut bien dire, c'est que ça veut dire, c'est que aussi, on avait dit ici sur cette chaîne et qu'on a partagé avec History Légende et toutes les personnes qui commandent cette guerre, c'est que il y a une résistance ukrainienne qui se développe de plus en plus. Les informations sont de plus en plus transmises aux Russes. La détérioration de la DCA ukrainienne est de plus en plus effective. Donc, c'est une concomitance de toutes les choses que nous avons vues ici. La population est de plus en plus excédée par ces centres de recrutement qui ne recrutent pas, mais arrachent les hommes dans la rue. Il n'y a pas d'échange, tu signes un contrat, tu recevras de l'argent. Si on te trouve, on t'embarque, on t'envoie là-bas, tu meurs, on ne paye pas ta famille. Donc il y a une résistance ukrainienne que ces gens-là font semblant que ça n'existe pas et de ne pas prendre en compte cela, mais ça existe concrètement. C'est pour cela que ces centres sont de plus en plus atteignables par les Russes. Les informations sont transmises aux Russes. Ils sont cachés, mais ils sont ciblés. Les Ukrainiens essayent bien sûr de déplacer les centres de recrutement actuellement et essayent de les dissimuler le plus possible. Mais on voit bien que c'est une stratégie, là encore. Ils essayent de les dissimuler le plus possible. Ils essayent de les dissimuler où? Rappelez-vous le parallèle. C'est pour ça que je vous dis, toutes ces choses-là n'ont pas été inventées par l'Ukraine. L'Ukraine n'a fait qu'inventer ce que les Occidentaux faisaient déjà. Et c'est pour cela qu'il y a un parallèle entre Israël et l'Ukraine. Tous les bâtiments stratégiques israéliens sont dans la ville, au milieu des citoyens, au milieu des innocents, au milieu des civils. Et c'est exactement ce que l'Ukraine fait de plus en plus ici. Sur le front, ils n'y arrivent pas.
ils cachent tout dans les villes, ils cachent tout au milieu des civils. Et après, quand les bâtiments civils sont touchés, on n'a pas caché les choses dans la ville, ils visent les civils. Or, la plupart du temps, les bâtiments qui sont touchés soit parce qu'on voulait atteindre les civils, soit parce que ces bâtiments-là avaient changé de destination, ne servaient plus à la couverture civile qu'ils en avaient, à la couverture civile publique que les Ukrainiens disaient, mais servaient de base opérationnelle pour le recrutement ou pour autre chose. Pour décourager les conscrits, pour décourager le recrutement qui est déjà à la peine. Hein. En Ukraine, on manque d'hommes et le recrutement a du mal à se faire. Effectivement. Merci beaucoup, Marianne. Merci. L'autre vérité, c'est ça. Le recrutement, il est à la peine. Non seulement on manque d'hommes, mais les gens ne veulent pas. Ils font semblant qu'ils recrutent. Ils ne recrutent personne. Ils arrachent les gens. Il n'y a pas de recrutement comme en Russie où les gens viennent de leur propre gré par patriotisme et par appât du gain. Non. En Ukraine, les gens ne veulent pas, ni par argent, ni par patriotisme. Il y a Eric aussi pour les images. Oui, Xavier ? Oui, une précision quand on voit la carte de la région de Dnipropetrovsk par rapport à Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, c'est une position extrêmement importante et centrale pour récupérer ce qu'il manque de l'oblast de Zaporizhzhia, notamment toute la rive droite du Dniepr dans cette oblast-là, dont la ville de Zaporizhzhia, qui est extrêmement importante, n'est pas occupée et libre, est en zone libre en fait, n'est pas occupée par les Russes. Il sera peut-être beaucoup plus facile pour les Russes de la reprendre en arrivant par le nord-nord-ouest que par le sud, où les lignes de défense ukrainiennes sont très bien installées. Même chose pour Kherson. Alors là, c'est un peu plus à gauche. On voit mon nom à la place de ce qu'on devrait voir sous la carte. Je ne sais pas si on peut l'enlever. La ville de Kherson est sur la rive droite, l'autre côté du pont Antonievski. Et pareil, c'est impossible pour les Russes de traverser le Dniepr, de traverser le fleuve pour aller reconquérir cet endroit-là. Ils peuvent juste envoyer des drones, des obus d'artillerie pour notamment terroriser la population. Il sera beaucoup plus facile pour eux d'arriver par la région de Dnipro. Alors, ce type, il ose parler de terroriser la population. Quand on sait que la dernière fois, nous avons vu que les nouveaux missiles balistiques ukrainiens étaient testés sur la population de Donbass, je crois. Ah, mais c'est incroyable. Alors là, on est sur un horizon de plusieurs mois. Hein. C'est pas demain la veille, mais pour les Russes, il peut être intéressant d'un point de vue stratégique d'occuper une partie de l'oblast, notamment le sud-est, pour leur permettre des gains sur le terrain militaire au moment où ils pourront avancer rapidement. Mais alors justement, est-ce que ça, on parlait du début de l'offensive d'été des Russes, mais on a l'impression que tout, de toute façon, elle a commencé, mais que là, tout s'accélère avec, en parallèle, la destruction des centres de recrutement ukrainiens. C'est une stratégie globale. Effectivement, l'offensive qu'on a beaucoup évoquée, pour moi, elle n'a jamais cessé en fait. Dès que les Russes ont été en mesure d'avancer, ils l'ont fait. Ensuite, la tactique qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils testent, un peu comme avait Foch en 1918, toute la ligne de front. On teste un endroit, on avance un peu, puis on est bloqué. Ah ben on va attaquer un autre endroit. On est bloqué là, mais on reprend là. Là, on est bloqué, on reprend notre endroit. Et finalement, sur les 1000 km de front, c'est ce qu'ils font depuis de course jusqu'à Pokrovsk, que finalement, ils testent. Et au bout d'un moment, effectivement, avec... Et ils étirent le front aussi. Ils étirent le front. C'est très compliqué pour les Ukrainiens qui ont beaucoup moins de moyens matériels et humains. Et il y a moins de capacité effectivement humaine. Et puis aussi, pour se organiser, on ne déplace pas des unités comme ça du jour au lendemain. Donc ça désorganise le front ukrainien et les Russes en profitent. Alors bien sûr, ils accompagnent cette stratégie militaire de conquête du terrain par une action sur les ressources. Alors on a beaucoup parlé des frappes dans la profondeur, mais les frappes dans la profondeur, ça concerne certes la logistique, certes les usines, ça concerne aussi les centres de recrutement ou tous les centres de formation. Et ce que je citais tout à l'heure, au début de la guerre, on était du côté ukrainien, on mettait en avant le fait qu'on avait réussi à envoyer un missile, je ne sais plus sur un centre d'instruction russe. Au moment il y a eu 80 morts et quelques. Qu'est-ce que font les... Voilà. Vous voyez ici, il a rappelé une information que eux ne reprendront pas. Quand l'Ukraine avait bombardé un centre de recrutement russe et avait fait 80 morts, eux, ils étaient contents. Et jusqu'à là, la Russie n'attaquait pas vraiment les centres de recrutement. Parce que les centres de recrutement, ce sont les gens frais qui viennent d'arriver dedans. Ce sont quasiment des civils, ce n'est pas des militaires aguerris. Mais depuis que l'Ukraine est passée dans sa logique de guérilla ou quoi que ce soit,
vous voyez bien, c'est depuis qu'ils ont essayé de frapper les avions russes que depuis la stratégie de guerre, ou en tout cas les cibles russes en Ukraine ont changé. On a repris les bombardements sur les infrastructures et maintenant on est en train de vraiment de rentrer là dans la guerre d'attrition proprement dit. Non seulement sur le front, on essaye de faire le maximum de dégâts, mais aussi à l'arrière, on essaye d'atteindre le moral des civils et on essaye d'empêcher même que vous ayez des prochaines recrues. Ils font exactement la même chose, parce qu'on est dans une logique aujourd'hui de guerre. Il faut faire c'est une guerre d'attrition. Le fait que c'est changé, parce que ces centres de recrutement ukrainiens ont toujours été la cible de Moscou. Il y avait, on se souvient, des sabotages, régulièrement des sabotages. Là, maintenant, ils pilonnent, ils bombardent. Je dirais que, alors c'est un peu difficile à expliquer que ça n'apparaisse qu'aujourd'hui, parce que les centres de recrutement existent depuis le début. Il faut peut-être rappeler les chiffres. Aujourd'hui, il y a 100 000 dossiers de désertion du côté ukrainien, dont 60 000 pour l'année 2024. C'est un reportage de TF1. Donc, voilà, c'est pas des chiffres qui viennent des propagandistes, parce que moi, apparemment, je suis pro-russe ou quoi que ce soit. Vous avez attendu 60 000 désertions pour l'année 2025. Nous sommes à la mi-2025. Nous sommes en juillet 2025. Ça fait 6 mois. Donc ça fait 10 000 personnes qui se barrent du front chaque mois, si on fait une moyenne. À cette vitesse-là, on aura 120 000 personnes qui se seront barrées du front d'ici la fin de l'année. Ce qui est énorme. Quasiment 10% des effectifs russes. Alors, on ne sait pas combien sont les effectifs ukrainiens, mais vous vous rendez compte, 10 000 personnes, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui se barrent de l'armée ukrainienne que la totalité de l'armée que les alliés de l'Ukraine voulaient envoyer en Ukraine. Parce que souvenez-vous, soi-disant, la France qui a une grande armée, quand on disait que d'aller envoyer une armée de soutien en Ukraine, elle était prête à mettre que 3 ou 5 000 hommes. Et la Pologne, pas beaucoup plus. Donc, ils n'atteignaient même pas 30 000 hommes. Même pas le nombre la moitié du nombre que les Ukrainiens ont perdu en soldats sans combattre. 60 000 l'année dernière, dossiers de désertion. Quand on fait un bilan de 100 000 hommes, alors que l'armée estimée ukrainienne est autour de 400 à 600 000, ça fait une masse énorme. Et on voit bien les problèmes d'effectifs. Donc les ressources humaines font partie, je dirais, leur attrition fait partie de la stratégie acceptée par Vladimir Poutine, sachant qu'il est favorisé, ce qu'on n'arrête pas de dire, mais même si c'est un peu surprenant, qu'il a les capacités de recruter des combattants en permanence. Et on pourra toujours dire que les combattants sont mal formés, que c'est de la chair à canon, mais pour l'instant, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que la chair à canon, elle avance. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a une amélioration dans la formation, une amélioration dans le savoir-faire des combattants, et que les combattants continuent à être utilisés d'une manière pas forcément suicidaire. Voilà. Ça, là, cette combinaison de 3 phrases-là, c'est que tu ne peux pas te permettre de dire devant Darius Rojban ou devant des gens comme Pascal Praud ou tous ces gens pro-occidentaux enfermés dans leur vision. Cette vérité-là, tu ne peux pas la dire. Parce que eux, il faut qu'ils fassent croire aux Occidentaux, il faut qu'ils fassent croire au monde que les Russes envoient leurs soldats comme de la chair à canon. Mais si c'était le cas, l'avancée russe ne pourrait plus se faire. Et donc si ça se fait, c'est que probablement, comme nous le voyons tous les jours sur Military Summary, on essaye de conserver au maximum les vies humaines. Parce que des drones, on en fabrique tout le temps et ça coûte beaucoup moins cher, tandis que des soldats, quand ça meurt, c'est sa famille que tu dois prendre en charge. C'est sa famille que tu dois prendre en charge. Tandis que des soldats, quand ça meurt, c'est sa famille que tu dois prendre en charge. Et là, tu prendras en charge toute sa vie. Tandis que perdre un drone, c'est juste un drone de perdu. Et donc les mensonges qu'on vous dit ici, et là vous comprenez que voilà, on arrive au bout du bout. Ça commence à se voir que c'était des mensonges. Voilà, donc voilà, on en est aujourd'hui. Donc la ligne ukrainienne est en difficulté, elle n'est pas en perdition, mais on est bien dans une logique finalement d'encercler les villes, parce qu'on l'a vu avec Bakhmout. Alors il faut voir que ce qu'on vient de parler d'Achné est à peu près sur la route
qui va de Pokrovsk à Bakhmout quand même. Ouais. C'est la même. Hein, donc Ouais. on a une certaine cohérence. Donc, et puis après, vous avez une autre route qui va sur Kramatorsk. Hein. Voilà, donc là, il y a cette saisie, cette ligne, on dit toujours Lima 1, Lima 2, ils ont obtenu ça. Maintenant, on va voir dans quel sens les forces russes vont pouvoir évoluer, soit vers l'ouest pour entourer Pokrovsk, soit aller sur une autre ville dont je n'ai pas tellement le nom aussi, Kostiantynivka, dont on parle beaucoup aussi, Ouais. ou qui est l'objet finalement aussi d'une attaque russe actuellement. Et puis plus au nord, vous avez Kramatorsk, qui se trouve en gros à 60 km, 70 km. Donc voilà cette zone. Donc il y a apparemment une faiblesse ukrainienne qui permet aux Russes finalement d'avancer. Alors bien sûr, avancer de combien de kilomètres, ça on n'en sait rien. Mais d'un autre côté, est-ce que les ressources russes derrière, parce qu'ils ont le même problème les Russes, sont là pour exploiter? Est-ce que les Russes sont capables, une fois qu'il y a une percée, d'aller plus loin? Et ça, on ne l'a pas vu depuis 3 ans. Hein, voilà la réalité. Non, mais on sent quand même que c'est un été à haut risque qui... Voilà, toujours, elle vient vous dire que voilà, c'est cuit pour nous. Hein? La fête que l'on croyait avant, c'est plus ça. Écoutez bien ce qu'elle va dire. Et surtout, retenez bien ce que vient de dire Chevènement. Ils viennent de dire les vérités que la plupart des autres essayent d'occulter, essayent de mentir, essayent de vendre comme quoi il pourrait se passer quelque chose. Non. Non et non et non. Mathématiquement, certes, il y a une guerre de 3 ans, donc de tous les côtés, il doit y avoir des difficultés. Mais plus on va vers la fin, plus on se rend compte que voilà, même avec le peu qui reste à l'armée russe, c'est toujours mieux que le rien de l'armée ukrainienne qui semble de plus en plus rester. Parce que l'armée ukrainienne, elle est clairement dans les taux. Les effectifs sur le front sont en train de reculer et de se perdre. Les effectifs à recruter sont difficiles parce que maintenant, en plus de la population qui résiste, il y a ensuite des données transmises aux Russes qui empêchent à ces centres-là d'être efficaces, puisque si on détruit le centre, le temps de retrouver, de refaire un centre ou quoi que ce soit, vous ne pouvez plus prendre les gens dans la ville. Donc ils sont pris de 2 côtés. Donc on est en train de finir l'armée au front, affaiblir l'armée derrière, affaiblir le moral. Donc mathématiquement, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver de l'Ukraine, mais en tout cas, soit la Russie s'effondre et ça s'arrête, soit on voit mal qu'est-ce qui va arriver. Mais en tout cas, écoutons. Non, mais on sent quand même que c'est un été à haut risque qui commence pour les Ukrainiens parce que la poussée, elle est quand même là. Les Russes arrivent quand même à regarnir leurs effectifs. Ils vont pouvoir compter a priori sur 30 000 soldats nord-coréens en plus qui devraient arriver sur le front. Et on voit qu'en Ukraine, il faut faire avec moins d'hommes, moins d'armes et une population qui est sous les bombardements permanents. C'est-à-dire que chaque nuit en plus, il y a cette pression qui est mise sur la population ukrainienne, avec quand même un soutien américain qui est en train de s'effilocher au fur et à mesure. C'est-à-dire que Donald Trump a beau dire qu'il ne lâche pas l'Ukraine, on voit bien après le dernier coup de téléphone, notamment qu'il a eu avec Vladimir Poutine, à quel point il n'a pas de prise sur la Russie et qu'en même temps, lui-même ne paraît pas très enclin Si, il a des prises sur la Russie, il ne veut pas s'en servir. Voilà un qui continue à mentir, à se mentir à lui-même. Si, il a des prises sur la Russie. Quelle prise il a sur la Russie? Tout ce qui pouvait être effectif sur la Russie a été fait, a été mis sur la table. Aujourd'hui, ce sont des choses extrêmes qu'il faudrait mettre en place et il n'y a plus personne qui voudra vous aider à mettre en place cela. Ils ont déjà montré comment la Russie a réussi à mettre en place des circuits parallèles avec d'autres parties du monde pour se procurer le matériel des Occidentaux. Donc, qu'est-ce que vous pourrez encore mettre en plus à côté? Sans compter toutes les réalités des BRICS que je vous ai déjà dévoilées ici. Et c'est à cause de ça que quand vous voyez ces gens, ils continuent à se bercer d'illusions. Vous pensez que les Européens et les Américains, ils donnent quoi que ce soit à la Russie? Qu'est-ce qu'ils pourront retirer à la Russie que la Russie n'a plus? Ou que la Russie a encore l'espoir de recevoir? Et on vous a dit, même s'ils tapent l'Ukraine aujourd'hui, ils n'auront presque plus jamais confiance aux Occidentaux. À cause de ce qu'ils ont fait. Donc, quelle chimère il s'imagine, lui?
Oui, enfin, lui, en tous les cas, ne paraît pas du tout enclin à renforcer le soutien à l'Ukraine, à mettre au vote de nouveaux plans d'aide. Il n'en est pas question, ça, du côté de Donald Trump. C'est dire si aujourd'hui, l'Ukraine est dans une position difficile. L'Ukraine est confrontée à la réalité, et la réalité est celle-là. La réalité est difficile, c'est que on va vers la fin. Peace out.